Que peut-on attendre d'un objectif vendu moins d'une centaine d'euros? Eh bien sur le papier, je pense pas grand-chose. Il y a de cela quelques semaines, la marque Tétartisan m'a contacté et m'a proposé de tester l'un de leurs objectifs en monture Fujifilm X, ce qui a suscité mon intérêt. Cet objectif, c'est le 25 mm f2 et quand ils m'ont envoyé un petit peu les caractéristiques de cet objectif, sur le moment, ça a attiré ma curiosité parce que c'est un objectif déjà 25 mm, donc un équivalent 37,5 mm en plein format, ouverture f2, donc c'est très confortable et en plus qui est très compact. Donc je me suis dit c'est vraiment génial sur le papier. Donc forcément qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai tapé Tétartisan 25 mm f2 sur internet pour voir un petit peu ce qui se disait avant de donner ma réponse à la marque. Et c'est vrai que la première chose, quand j'ai tapé le nom de l'objectif dans Google, c'est que j'ai été surpris par le prix. Pourquoi? Parce que Tétartisan est une marque qui s'est fait connaître en proposant des objectifs au départ, ce qui n'est plus l'exclusivité aujourd'hui, mais des objectifs manuels, qui étaient très lumineux, un rapport qui a été pris imbattable. Donc je m'attendais à un objectif à peut-être à, je sais pas, 200 € à peu près, et en fait, j'ai été surpris de voir que cet objectif était commercialisé, écoutez bien, au prix de 75 € sur Amazon. On le trouve même en dessous de ça, entre 50 et 60 € sur des sites étrangers. Donc c'est absolument fou. Et là, quand même, je me suis dit, waouh, un objectif aussi peu cher, est-ce qu'on peut vraiment attendre quelque chose? Donc ça m'a un peu déstabilisé et je me suis dit, je vais quand même me renseigner avant de donner une réponse parce que j'ai pas envie de tester n'importe quoi non plus. J'ai lu donc des articles sur des blogs étrangers, etc. J'ai regardé des vidéos YouTube. Le premier bilan était pas forcément foufou, hein. Donc au départ, je me suis dit, bon, je vais devoir décliner parce que j'ai pas envie encore une fois de tester n'importe quoi. Et puis, je me suis laissé un peu le temps de la réflexion et je leur ai répondu en disant, finalement, ok, pourquoi? Qu'est-ce qui m'a poussé à changer d'avis? Tout simplement, il y a deux choses. Un, bah, c'est vrai qu'après tout, je me dis, je préfère toujours tester par moi-même et me faire mon propre avis. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'était de me dire, bon, au pire, il y a deux solutions. Solution 1, c'est nul. Et dans ce cas-là, bah, si c'est nul, bah, au moins, pour le prix, il n'y a pas de mauvaise surprise. Et au final, bon, voilà. Solution 2, surprenante, de se dire, bah, finalement, c'est peut-être pas si mal que ça. Et cet objectif, il offre beaucoup pour le prix. Et finalement, c'est un rapport qualité-prix imbattable. Et dans ce cas-là, ça serait une bonne surprise. Donc je me suis dit, allez, banco, on va tester. Et puis, on verra la solution qu'il y a au bout. Donc j'aurais dit oui, ils me l'ont envoyé. Et la question qu'on se posera forcément dans cette vidéo, c'est savoir, bah, qu'est-ce qu'on peut exiger d'un objectif à moins de 100 €? Bah, vous verrez que finalement, cet objectif, il est très surprenant, positivement comme négativement. Ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse en gros en deux temps. Premier temps, on va regarder un petit peu l'objectif en lui-même, l'objet, voir son ergonomie, sa construction, etc. Deuxième temps, on verra ce pourquoi on est là, hein, c'est savoir qu'est-ce qu'il donne en photo. Et puis, on verra ce qui va moins. Et là-dessus, je vous ai dit, totalement transparent. Moi, je vous dirai aussi tout ce qui ne va pas. Et comme je l'ai dit, la liste est quand même assez longue. Enfin bref, trêve de plaisanterie, je vous propose de commencer et on va faire un premier tour du propriétaire. Alors tout d'abord, j'ai reçu un carton venant de Chine et puis quand j'ai ouvert ce carton, je suis tombé sur la boîte et j'étais très surpris. Pourquoi? Parce que j'ai reçu cette boîte. Voilà, c'est la boîte de l'objectif, une boîte très sympathique en carton un petit peu texturé. C'est joli avec petits dessins, etc. Et en fait, pour moi, ça m'a fait penser à une boîte de montre. Et je vous montre pourquoi. En fait, vous avez ici à côté la boîte d'une de mes montres, une Seiko SKX 007 pour les connaisseurs. Et quand je regarde, c'est vrai que ça ressemble énormément. Et s'il y avait marqué Seiko dessus, je vous avoue que ça ne me surprendrait pas. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour une optique vendue 75 balles, je trouve que le packaging est quand même ultra soigné. Et il y a des marques qui vendent des objectifs qui sont 5 fois plus chers, qui vous font un packaging vraiment au ras des pâquerettes. Donc je me dis, si eux le font, les autres pourraient le faire. Voilà. Donc gros point positif là-dessus. Une fois que vous ouvrez la boîte, en fait vous tombez sur l'objectif. L'objectif, je tiens à le dire, il n'y a pas de pare-soleil qui est fourni avec. Et ça, pour moi, c'est un problème et on en parlera après, je vous expliquerai pourquoi. Parce que ça a des conséquences directes sur l'image. Donc il n'y a pas de pare-soleil. Et ensuite, vous avez à l'avant de l'objectif le bouchon. Alors le bouchon qui protège la lentille. La plupart des bouchons, vous savez, sont des bouchons comme celui-ci, hein, ce Tamron, là, vous savez, c'est un bouchon plastique hop à ressort. Et c'est vrai que là, le bouchon, en fait, c'est un bouchon métallique. Et ce bouchon métallique, je vous le montre, donc il y a la référence de l'objectif qui est dessus. Ce bouchon, en fait, il se visse. Donc vous avez un pas de vis dessus. Ça a à la fois un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que le fait qu'il soit en métal et que ça se visse,
c'est que ça protège très très bien la lentille de l'objectif. Ça ne s'enlève pas, moi sur mes bouchons en plastique, des fois ils s'enlèvent, ils se déclipsent dans mon sac, c'est un peu galère. Là quand c'est vissé, ça ne bouge pas. L'inconvénient, c'est que de fait c'est un peu plus long à enlever. C'est pas non plus, vous n'allez pas mettre une minute, hein, mais c'est un peu plus long, mais en même temps, et c'est là où je ne veux pas du tout, c'est que c'est pas un objectif qui sera destiné, on va en parler tout au long de la vidéo, qui n'est pas destiné à une utilisation rapide, c'est pas le truc que vous allez sortir, clac, 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 voilà. C'est un objectif qui nécessite de prendre son temps. Voilà. Donc là-dessus, moi je trouve très très bien et c'est une belle idée. Une fois que vous avez enlevé donc le bouchon, vous avez la lentille et là vous voyez tout le verre et puis c'est très drôle de voir le diaphragme à chaque fois bouger. Enfin bon, comme dans tous les objectifs, moi ça m'émerveille toujours. Et puis une fois que vous regardez, vous avez à l'avant, après la lentille, vous avez une première bague qui est très fine, qui est la bague d'ouverture. Alors elle est très fine, peut-être trop fine, mais en même temps c'est un objectif qui est très compact. Et il est vrai que cette bague, au début, il faut apprendre à positionner ses doigts dessus, à la trouver. Ça vient très très vite. Au départ, j'avais un peu de mal, mais ensuite, ça allait beaucoup mieux. En fait, cette bague, il y a un peu une courbe exponentielle dans les ouvertures, je vous explique. Ouverture la plus lumineuse F2, ensuite vous passez à F2.4, je dirais, F2.8, F4, F5.6, F8, F16. Ça veut dire que plus vous allez fermer, plus ça va aller vite et en fait vous n'avez pas de tiers de stop d'incrément et même quand vous passez de F8 à F16, vous stoppez de suite, vous avez 2 stops d'entrée. Bon. Donc voilà, donc ça va très très vite. Et c'est vrai que vous avez un peu, je vous dis, c'est un peu une courbe exponentielle, quoi. Ça accélère très très vite. Ça peut être un problème, ça peut ne pas l'être. Pour moi, c'est pas vraiment gênant et c'est pas l'objectif que je vais utiliser à f16 de toute façon. Donc voilà, en termes d'ouverture, on en reparlera aussi sur les images. Moi, je pense que c'est un objectif qu'on va utiliser soit à pleine ouverture, c'est ça qui est intéressant, sur une focale fixe, surtout à f2, et puis aussi sur les ouvertures intermédiaires, mais absolument pas, et vous comprendrez pourquoi, sur du f16 par exemple. Ensuite, une fois qu'on a passé la bague d'ouverture, on arrive sur la bague de mise au point. Bague de mise au point qui est tout en métal également, qui est très fluide, qui est vraiment, moi je trouve, idéal. Vous avez les gradations dessus, et on va voir pourquoi. Voilà, c'est tout à fait classique. Lorsque vous la bougez, vous avez forcément l'objectif qui avance ou recule un petit peu, donc parce que la mise au point des lentilles se fait. Ça, c'est tout à fait classique. Maintenant, pourquoi c'est important tout ça? Parce que, et là il faut le dire dès le départ, c'est un objectif 100% manuel qui n'est pas doté de connecteurs électroniques, c'est-à-dire que l'appareil photo, enfin en tout cas l'objectif n'est pas connecté électroniquement en fait à l'appareil photo. Donc il y a deux principales conséquences. Conséquence 1, c'est que vous n'avez pas d'informations sur le diaphragme qui remonte en fait à l'appareil photo, et ce qui veut dire aussi que vous ne pouvez pas contrôler le diaphragme via les molettes de votre appareil photo. Donc ça, pour moi, ça n'est absolument pas un souci chez les Fujis, parce que déjà sur les objectifs XF, vous avez ces bagues d'ouverture, ça se fait de plus en plus, ça avait été longtemps oublié, maintenant ça revient même sur les objectifs Sony, etc. Enfin c'est vraiment, moi je trouve ça super. Et puis les Fugistes aiment, je pense, cette ergonomie plus argentique, voilà. Donc là pour moi il n'y a pas de problème. Ce qui veut dire aussi que, attention, hein, sur vos prises de vue, vous n'avez pas les métadonnées qui remontent. Donc en post-traitement, vous ne saurez pas à quelle ouverture vous étiez, ça ne sera pas marqué dans vos métadonnées. Deuxième chose, et ça c'est inhérent à la construction aussi de l'appareil, enfin de l'objectif, décidément, c'est qu'il n'y a pas de système de motorisation automatique de mise au point. Donc vous n'avez pas de système autofocus sur l'objectif. Il va falloir tout faire manuellement. Et là, il y a deux possibilités. Possibilité 1, avec les gradations, pour gérer ce qu'on appelle l'hyperfocale. Solution 2, solution moderne, technologique, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le focus picking, donc une surbrillance des zones qui sont nettes par contraste, et le focus picking va vous aider à faire votre mise au point et de ne pas vous limiter à l'hyperfocale. Donc ça c'est vraiment très utile si vous voulez faire par exemple voilà, des photos avec une mise au point rapprochée du bokeh, etc. La conclusion de tout ça, c'est que, vous l'avez bien compris, si c'est un objectif full manuel, il va falloir être vigilant. On aura beaucoup plus de déchets qu'avec un système de mise au point automatique, ça c'est certain. Et surtout, il va falloir prendre son temps. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours se concentrer sur sa mise au point, c'est plus exigeant et on va sans doute, et c'est une très bonne chose, moins se concentrer sur la quantité, à faire tic 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 et poum, on fait des photos. Non, là il faut vraiment réfléchir, se poser, ce qui est une très bonne chose.
Je pense que pour les fugistes, c'est vraiment très intéressant, surtout aussi pour les personnes qui, et on le verra sur le rendu, cherchent un peu à avoir l'avantage de l'argentique et l'avantage du numérique. C'est que ça vous oblige à travailler un peu comme vraiment en argentique manuel et en même temps d'avoir un rendu qui s'y approche avec notamment les simulations de films Fujifilm. Enfin bref, là-dessus je trouve que c'est une philosophie et t'es artisan sur un appareil photo Fujifilm, je trouve que ça marche plutôt très très bien. Du point de vue construction, donc c'est un objectif qui est full métal, c'est incroyable la construction, voilà, moi je trouve que pour un objectif vendu 75 €, il est superbe, tout est bien construit, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a pas de choses qui bougent, etc. Je suis impressionné pour une construction pareille. Attention, ça n'est pas un objectif qui est protégé contre les intempéries, il n'y a pas de joint, il n'y a rien du tout. À l'arrière, sur le fût, vous avez absolument rien de chez rien. Il n'y a pas d'infos sur des joints qui sont à l'intérieur ou quoi, donc ce qui veut dire qu'il faut être très très vigilant et pas l'utiliser dans des conditions difficiles, la poussière, l'humidité, etc. Sinon, là, vous mettez en danger votre matériel et ça serait quand même particulièrement dommage. D'un point de vue poids, c'est vrai que c'est un objectif qui est quand même tout à fait léger, 186 grammes sur la balance, et c'est le poids du métal, il est tout petit, tout compact, en termes de forme, ça rappelle vraiment un 27 mm 2.8 de chez Fuji, sans mise au point automatique, c'est à peu près la même taille, et 186 grammes, c'est vrai que quand on l'a en main par rapport à sa petite taille, ça paraît lourd, mais en même temps, il y a ce côté métallique, et surtout une fois que vous le montez sur l'appareil photo, donc moi sur mon Fujifilm X-S10, là vous vous rendez compte du rapport taille-poids encombrement qui est remarquable, et voilà, c'est l'objectif, vous comprenez bien, qui peut être très intéressant pour le quotidien, pour vous suivre partout, et c'est vrai que lui, là je peux l'emporter très facilement avec moi, dans un manteau ça rentre dans une grande poche, dans un sac qui se fait vite oublier, enfin bref, rien à voir avec les grosses configurations par exemple que j'ai sur mon Sony Alpha 7 IV. Donc si je dois résumer sur tout ce qui est ergonomie, construction, c'est vraiment pour moi excellent, c'est un très bel objectif et pour le prix je trouve que c'est superbe, et il y a des marques qui font des objectifs beaucoup plus chers qui ont une qualité de construction que je trouve bien moins bonne, bien évidemment c'est pas du tout comparable, là il n'y a pas de système de mise au point, etc., ce qui fait qu'il est plus petit, machin, mais en attendant je trouve que c'est beau, et même vous voyez, je vous parlais de la boîte, pour moi c'est la preuve qu'on peut faire du matériel pas cher en soignant les détails, donc mention spéciale là-dessus. Mais bon, après tout, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va passer sur l'ordi, voir un petit peu les clichés concrètement. Je vais vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé forcément, et vous verrez que les défauts, il y en a quand même pas mal. Donc, on va tout regarder. Cependant, avant de regarder les photos, je tiens à préciser un petit peu le type de photo que je vais vous montrer et le contexte. En fait, c'est pas du tout le type d'objectif que je vais tester pour du paysage, etc. C'est vraiment pour moi l'objectif du quotidien, parce que sa petite taille, etc., fait que je vais l'emporter partout. Et cet objectif, en fait, c'est vraiment, littéralement, l'objectif du quotidien. C'est celui que j'utilise pour m'accompagner maintenant partout. Donc c'est un objectif qui va photographier pas forcément des choses spectaculaires ou des choses incroyables, mais voilà, mon quotidien. Donc vous allez voir beaucoup de photos de mon chat, vous allez voir, voilà, et ensuite j'ai fait aussi plein de photos plus protocolaires pour le test, afin d'aller chercher ses défauts, on va dire. Donc vous verrez, mais aussi d'aller chercher aussi ses points positifs, bien évidemment. Enfin bref, dernière chose, j'ai pas fait autant de photos que je voulais avec, mais parce que j'ai pas fait autant de photos sur ces dernières semaines tout court, parce que professionnellement c'était compliqué, on va dire, beaucoup de travail, et puis aussi et surtout, deuxième chose, c'est que entre temps on a déménagé, ce qui se voit pas forcément autour de moi, mais voilà, on a déménagé. Vous savez qu'un déménagement c'est très engageant d'un point de vue du temps, donc j'ai pas eu autant de temps que je le souhaitais pour vraiment tester en long, en large, en travers cet objectif. Ça largement suffit pour m'en faire une opinion et vous la proposer aujourd'hui. Voilà, donc j'ai pas peut-être une diversité de clichés aussi large que je l'aurais voulu, mais ça va quand même suffire. Et dernière chose, cet objectif, donc comme je l'ai dit, c'est vraiment celui du quotidien. Par la suite, je vais faire plein de photos avec, je vais continuer à faire plein de photos avec. Et si jamais ça vous intéresse, tout simplement, vous pouvez me suivre donc sur Instagram, le compte nocab.photographie. On a aussi le compte voyage nocab.wonders. Et puis sur notre Instagram, et notamment dans les stories, c'est vrai que j'ai l'habitude de partager très régulièrement tout au long de la semaine les différentes photos que je fais, etc. Notamment au Fujifilm,
Fujifilm, voilà. Donc si vous voulez voir dans le futur des tas de photos faites avec cet objectif et avec le Fujifilm X-S10, bah, suivez tout simplement mon quotidien sur Instagram et puis vous pourrez suivre tout ça. Sans plus tarder, bah, je vous propose de passer sur l'ordinateur et qu'on étudie les différents clichés réalisés avec ce T-Artisan 25 mm f2. Et bien nous voici à présent devant l'ordinateur et on va regarder donc des clichés. Je les ai triés, donc on va regarder tout ça ensemble. Simplement, ce que je vous propose, c'est de commencer par les défauts. Et je vous ai dit, il y en a beaucoup. Et donc, vous allez voir, cet objectif, c'est un objectif qui, optiquement, est loin d'être excellent. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas ses forces, on va dire. Mais forcément, bah, on ne peut pas exiger d'un objectif à 75 balles d'être optiquement au niveau d'un objectif beaucoup plus cher. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est bah, tout simplement tout ce qui touche tout d'abord au piqué. C'est un objectif qui, on le verra, je vous montrerai au fur et à mesure sur les clichés, c'est un objectif qui peut rendre une bonne netteté. Et j'avais lu des choses extrêmement dures à son sujet, comme quoi c'était un objectif, certains le comparaient à un cul de bouteille, on va dire. Donc je me disais, bon, qu'est-ce que ça va donner? Et vous allez voir que là où vraiment il est pas bon, c'est sur l'homogénéité, on va dire. Donc on va regarder dans un premier temps l'homogénéité et le piqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai photographié ce mur AF2, la mise au point sur le mur, et donc là par rapport à la distance, c'est sur l'infini. Donc tout ce qui est, on va dire, devant est un peu flou à cause de la mise au point, et tout ce qui est flou, on va dire, en arrière-plan ne l'est pas forcément à cause de la distance, parce que la mise au point est quand même plutôt faite sur l'infini. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc cet objectif, si vous regardez à f2, et la plupart des photos que vous verrez par la suite sont faites à f2, c'est un objectif qui est très contrasté dans le sens, pas du rendu, mais de ses performances. Pourquoi? Si on regarde au centre, vous avez Mickey, c'est plutôt très correct, c'est à f2, hein, donc c'est plutôt très correct. On n'a pas une sensation de netteté totale, et surtout, on n'a pas une restitution des détails qui est forcément folle, ce qu'on appelle la capacité de résolution d'un objectif, c'est sa capacité à restituer vraiment, en tout cas à venir chercher les performances d'un capteur. Là, en l'occurrence, on est sur un capteur de 26 millions de pixels, ce qui n'est pas non plus énorme, donc clairement, ça n'est pas un objectif à utiliser, en tout cas si on cherche des performances sur un appareil photo de 40 millions de pixels, un X-T5, un XH2, mais en même temps, c'est pas un objectif à 75 € qu'on va mettre dessus non plus. Bon. Dès lors, au centre, c'est correct, et vous allez voir que sur les situations, c'est plutôt très correct, voilà. Mais c'est pas encore une fois foufou. Dès qu'on bouge un petit peu, et là vous voyez que ici là sur les personnages, vous voyez qu'il y a un manque de définition au niveau des contours. Donc on va dire que sur la périphérie, au centre, vous voyez que sur les feuilles derrière, c'est plutôt pas mal. Sur le tronc, c'est plutôt pas mal. Dès qu'on bouge un petit peu sur la périphérie, vous voyez que ça commence à devenir flou. Et vous avez ici une rupture par là à peu près là. Là vraiment sur les bords, et alors sur les extrêmes, là vous avez d'un coup une sensation de flou qui est totale. Et là, par ici, là, c'est net. Et là, vous voyez que c'est comme s'il y avait presque du brouillard, en fait. Et regardez, sur les feuillages, c'est extrêmement explicite. Et à quel point, là, dans les angles, mais c'est flou. Donc, là, c'est littéralement, il se comporte comme un cul de bouteille. Donc, voilà. La moralité de tout ça, c'est que à f2, il va pas être vraiment utilisable, par exemple, en paysage. C'est pas utilisable du tout. Mais en même temps, c'est pas l'objectif qu'on va utiliser pour faire du paysage. Et AF2, moi j'utilise surtout pour créer du flou et pas forcément juste avoir une homogénéité. Et encore une fois, c'est pas ce qu'on attend d'un objectif à 75 balles. La question c'est, quand on ferme, qu'est-ce qui se passe? Alors je vais aller directement par exemple à f5.6, là où c'est meilleur. Au centre, c'est quand même mieux, sans atteindre un niveau excellentissime, mais c'est quand même vraiment bien. Voilà, les contours sont bien, etc. Dès qu'on bouge un petit peu, vous voyez que déjà par rapport au cliché f2, c'est quand même bien meilleur. Ici, c'est bien plus net. Mais dès qu'on va sur les bords, les extrêmes bords, vous remarquez à nouveau que c'est quand même plutôt flou, voilà, plutôt très flou. Et là où on s'en rend compte, voilà, c'est sur le feuillage. Vous voyez que le feuillage ici sur le 2/3 bord, là, il a quand même gagné en netteté. Il a gagné en netteté. Par contre, dès que vous arrivez sur les bords ici, c'est une catastrophe. Et donc, encore une fois, l'homogénéité est à la peine. Et voilà, donc c'est un objectif qui, même en fermant,
Par exemple, je vais à F8. Vous voyez qu'à F8, c'est toujours pas bon. Et là, c'est pas du flou d'arrière-plan, hein, parce que regardez, la toiture derrière est bien plus loin et pourtant elle est totalement nette. Là, c'est vraiment du flou optique dû en fait à de moins bonnes performances. Et au centre, vous voyez que c'est encore plutôt très bien. Voilà. F16, enfin, je termine. F16, c'est plutôt très correct. Vous voyez, ça tient encore la route. Et au final, on a un peu une meilleure homogénéité encore, mais c'est quand même pas ça du tout. Voilà. Donc au global, c'est un objectif qui, du point de vue du piqué, je m'attendais à pire, et vous le verrez que dans certaines situations, il se comporte très très bien. Moi, ce que je pense, c'est que c'est vraiment le type d'objectif qu'on va utiliser pour plutôt centrer ces sujets, les mettre un petit peu, on va dire, sur les tiers, mais on va pas les mettre sur les bords, parce que sinon, le rendu va être vraiment pas bon du tout. Et c'est pas surprenant compte tenu du prix de la bête. Voilà. Au niveau du piqué, malgré tout, je voulais vous montrer qu'il sait bien se comporter. J'avais fait cette photo là à la maison pour voir un peu justement la netteté, etc. La pochette Nisi de filtre. Et je voulais voir, vous savez, la texture sur le tressage. Et vous voyez qu'en zoomant, c'est plutôt super pas mal, hein. Alors vous voyez sur les bords, ici là, c'est un peu moins bon qu'au centre, mais c'est AF2 et franchement il se comporte plutôt très bien, je trouve. Et là vous voyez cette photo, elle est vraiment pas mal, je trouve, en termes de rendu. Bon, je vais revenir sur les défauts optiques et il y en a encore bien d'autres. Donc déjà vous avez vu au niveau du piqué, c'est très critiquable. J'ai regardé rapidement les aberrations chromatiques, j'ai fait plusieurs photos dans plein de situations avec des branches, etc. J'ai pas remarqué sur cet objectif particulièrement d'aberrations chromatiques. Voilà, tout simplement. Autant par exemple, j'ai le 50 mm f1.2 que Pierre Boisseau m'a très gentiment prêté avec 2 objectifs Tétartisan. J'en parlerai à la fin de la vidéo. Mais par exemple, cet objectif, il est extrêmement sensible aux aberrations chromatiques. Il y a énormément de franges violettes sur les branchages, c'est une catastrophe. Autant là, je trouve que c'est plutôt très propre. Alors vous voyez, hein, le niveau netteté, c'est dans les choux, hein, dans l'angle. Mais voilà, c'est pas un objectif qui fabrique des aberrations chromatiques. Par contre, là où c'est très problématique, c'est tout ce qui concerne les flares. Alors, ces flares, on le verra, on peut les utiliser à notre avantage, mais ça peut être aussi une catastrophe. Alors, pourquoi? À pleine ouverture, il est extrêmement sensible au flare et il crée un flare, je vous montre, qui est en fait orangé. Alors, ça peut avoir son charme, hein, donc on montrera une situation après. Cependant, là, vous voyez par exemple cette photo, typiquement, là, à F2, elle est inexploitable. Bon. Je vous montre en fermant d'un cran à F2.4. Vous avez vu, là, voilà, je ferme. Il y en a beaucoup moins, mais il y en a encore quand même, hein, c'est très présent. Maintenant, si je passe à F2.8, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, en fait, ces flares, ils se manifestent vraiment à F2, F2.4, où on a un cran intermédiaire, et puis à F2.8, il n'y a plus rien. Et après, ils se comportent, on va dire, normalement. Voilà. Donc ça, il faut quand même le prendre en compte. Et le souci, c'est que si vous voulez utiliser, par exemple, la pleine ouverture, il faut apprendre à la gérer. Pourquoi? Parce que, regardez, là, j'ai fait des tests, donc juste pour vous montrer, en fait, que ça peut... C'est un cliché, il n'a aucun intérêt, hein, mais c'est pour vous montrer. Là, vous voyez, c'est F2. C'est affreux en fait, enfin je peux pas le dire autrement, c'est affreux. Vous voyez ce flare qui est énorme avec cette bande lumineuse, là vous avez des dérives colorimétriques, là vous avez ce flare violet, le flare vert, enfin wow, c'est vraiment c'est terrible. Vous avez ici de l'autre côté, là c'est encore pire, alors là vous avez le flare qui est énorme ici, vous avez toujours le flare violet et le flare vert, mais vous avez en plus un deuxième énorme flare ici. Enfin bref, là c'est inexploitable. Et je vous montre dans un cas très concret, en fait, par exemple, voilà, là on était au restaurant, et qu'est-ce que vous voulez, il y a le soleil qui est au-dessus, avec n'importe quel objectif, on aurait pu faire un Sunstar, enfin ça irait quoi. Et là, c'est que dire, il n'y a rien à dire en fait, c'est catastrophique. Donc vous avez, vous le voyez en fait, j'ai pas besoin de commenter, hein. Donc là vous voyez, ça fait un truc énorme, donc ça c'est à F2. À défaut, cette diffusion de la lumière là, ça entraîne comment dire, je cherche le mot, ça décontraste totalement les images, et là vous voyez qu'il y a une perte de contraste totale, ce qui peut
vous le verrez tout à l'heure, entraîner un côté très sympa. Mais là, en l'occurrence, bon, bah, c'est pas sympa du tout. Donc voilà, donc il faut faire très attention à F2 et à F2.4 sur l'entrée de lumière et à bien la gérer. Parce que bien gérer, ça peut être top. Mal gérer, c'est catastrophique et ça vous pourrit vos images. Forcément, en photographe de paysage que je suis, j'ai testé en fermant, en faisant un Sunstar. Je m'attendais pas à des miracles et en effet, c'est pas du tout miraculeux. En fermant, vous avez des Sunstar qui sont pas beaux du tout. Voilà, il n'y a pas un travail énorme sur les diaphragmes, sur les lamelles, et ça se ressent. Voilà, et puis vous avez surtout d'un point de vue optique, vous avez des flares qui sont énormes, qui sont pas beaux, ça vous pourrit l'image. Enfin bref, encore une fois, ça se passe de commentaires. Donc clairement, il faut faire très très attention au positionnement du soleil quand vous utilisez cet objectif, parce que sinon vous pourriez avoir des mauvaises surprises. Sur les plages intermédiaires, ça va encore, mais il faut quand même être un minimum vigilant. Également, d'un point de vue des défauts, c'est un objectif qui vignette énormément. Mais quand je vous dis énormément, c'est assez marqué. Alors, je vous montre. Alors là, c'est pareil, il m'a complètement inversé. Voilà, j'ai fait juste test sur mur blanc. Là, vous voyez, en fait, ça c'est à F2. Bah, là, vous voyez, en fait, vous avez une perte de lumière colossale sur les angles. Et de toute façon, sur toutes les photos que je vous ai montrées, ça se voit. Voilà, en passant à... Hop là. Ouais, alors attendez, parce que il m'a totalement inversé. Donc ça c'est F2, voilà, F2.4, ensuite F2.8. Donc ça c'est F2, vous voyez, entre F2 et F2.8, l'écart est énorme. Et ensuite, en poursuivant, vous voyez, c'est F4, F5.6, F8 et puis F16. Alors là, vous avez aussi tous les défauts du capteur, les tâches qui apparaissent. Mais voilà, donc vous voyez, grosso modo, F4, il y a encore un petit peu de vignettage. F5.6, il disparaît quasiment totalement. Mais c'est un objectif qui a F2 a beaucoup de vignettage. Je vous montre ici sur cette photo. Vous voyez en fait que ça a considérablement assombri les angles pardon. Et puis quand on passe sur cette photo qui est à F2.8, vous voyez que de suite on retrouve quand même beaucoup plus d'informations. Et en comparaison, c'est vrai que ma photo ça change totalement la colorimétrie. C'est-à-dire que là, vous avez ce côté qui est très gris, qui est très neutre, et sur les bords, en fait, ça refroidit l'image. Et vous voyez que cette image-là est plutôt froide, alors que si je prends celle-là, vous voyez qu'en fait, elle est grise au centre, mais elle est moins froide sur les bords. Pourquoi ? Parce qu'elle est moins sombre. Donc voilà. Donc ça peut avoir son charme, et moi j'aime bien des fois le rendu avec du vignettage. Mais au global, c'est vrai que ça assombrit quand même pas mal les images, et ça a tendance à sous-exposer. Donc là-dessus, il faut être vigilant. Donc, si je reprends d'un point de vue des défauts, et là vous vous dites, mais c'est quoi l'intérêt de cet objectif ? Homogénéité qui n'est pas folle, les bords qui ne sont jamais vraiment, qui ne tiennent pas la route, et il faut attendre presque F16 pour qu'ils tentent de tenir un minimum la route. Une gestion des flares catastrophique, énormément de vignettage. Et là, sur le papier, vous vous dites, mais pourquoi j'irais acheter cet objectif ? Et pourtant, dès les premières fois que je l'ai utilisé, d'un point de vue rendu, il y a un truc qui m'a énormément plu. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi cet objectif mérite l'intérêt. Et pour ces 75 €, il a quand même certaines choses à offrir. Tout d'abord, en fait, il faut savoir un petit peu apprivoiser la bête. Mais à défaut, je trouve que le bokeh, c'est pas le plus beau bokeh du marché. Mais encore une fois, c'est un bokeh à 75 €. Je trouve que le bokeh se défend très correctement. Il est peut-être un peu chargé, mais voilà, c'est très très correct. Et surtout, quand on arrive à bien faire sa mise au point, donc là avec le focus picking, c'est vraiment c'est une grande aide. On arrive à avoir quand même, vous voyez. Alors c'est pas toujours extrêmement précis, parce que là faut vraiment être très précis. Je suis très près des pâquerettes, mais vous voyez que c'est quand même plutôt satisfaisant d'un point de vue piqué. Et vous voyez que derrière, il y a quand même un joli flou d'arrière-plan. Et ça, je trouve ça plutôt très cool. Même chose ici, vous voyez que vous avez une très bonne netteté sur la fleur. Et puis derrière, vous voyez que c'est bien flou. Donc c'est un objectif qui va nous permettre de créer facilement du bokeh et avec lequel on va pouvoir quand même pas mal s'amuser. Aussi, je vous ai parlé tout à l'heure du flair. Et c'est un objectif qui quand même peut nous offrir des rendus qui sont très sympathique si on apprend à jouer avec. Donc il faut appréhender un petit peu la bête, on va dire. Et au global, vous voyez, ces flares, vous pouvez les transformer en quelque chose qui peut être sympa.
Là, par exemple, vous voyez, c'est juste une photo de boîte aux lettres, hein, mais le flair, il apporte un rendu. Vous voyez, alors l'image est assez décontrastée, on perd en contraste, mais il y a un rendu. Et quand j'ai publié cette photo, dès que je l'avais prise sur Instagram, j'ai 2 personnes qui m'ont envoyé un message en me disant on dirait vraiment un rendu argentique. Et je trouve que c'est une optique typique, voilà, photo argentique. C'est un charme très particulier. Et là, vous voyez, j'aime beaucoup ce flair. Je trouve qu'il apporte quelque chose. Sur certains clichés, voilà, ça apporte aussi quelque chose. Là, vous voyez, ça pourrait paraître pour certains raté. Moi, j'aime beaucoup cette photo. Et là, vous avez ce flair. L'image est totalement décontrastée. Là, Mais le rendu, je le trouve très doux. Et je sais pas pourquoi, moi, personnellement, j'aime bien. Attention, hein, je dis pas que c'est forcément bon. Je dis juste que là, en l'occurrence, j'aime bien le rendu. Même chose ici, vous voyez, sur cette photo de Pingu, bah, vous voyez que en faisant la mise au point, et c'est quand même un challenge hein, de la réussir, surtout avec un chat qui bouge beaucoup, mais vous voyez que tout est parfaitement net quand même au niveau de son nez, vous voyez même bien la définition de l'œil, et vous voyez que vous avez ce flair, et puis vous avez Pingu dedans. Bah, cette photo, voilà, c'est pas la photo de l'année, mais moi je l'aime bien en fait, j'aime bien le rendu. Voilà, rendu qui fait un peu argentique, j'aime beaucoup. Voilà. Même chose, ouais, ça je l'ai déjà montré. Donc voilà, ça j'aime bien. Euh, Ensuite, pareil, quand je cherche juste, hop, ouais, voilà. Quand vous regardez, ben, c'est un objectif qui a quand même, en dehors de toute considération de lumière, etc., qui peut sortir des photos qui sont plutôt quand même très nettes. Regardez là en zoomant sur Pingu, bah, vous voyez bah, que c'est super net en fait. Son nez, sa truffe est très très nette, son œil est bien défini. Et en zoomant, voilà. Ça, c'est une photo, franchement, pour moi, j'ai rien de particulier à lui reprocher. Ici, c'est pareil. Cette photo, je l'aime beaucoup, prise au bon moment. Alors, attention, je tiens à préciser que non, mon chat n'est pas sale. C'est en fait de la pigmentation qu'il a. Parce que vous inquiétez pas, hein, ça a déjà été questionné chez le vétérinaire. Non, non, c'est la pigmentation qu'il a partout. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc en fait, là, vous voyez, il ouvre la gueule et puis bah, vous voyez tous les détails hein, en fait au niveau de sa langue, etc. Et je trouve ça vraiment très très sympa. Le rendu, en tout cas, je me dis pas bon bah c'est un peu pourri. Non, moi je suis plutôt très satisfait. Ici c'est pareil, vous voyez. Regardez au niveau de l'œil, bah, il y a quand même vachement de détails. Hein, il y a beaucoup de contrastes, etc. Donc voilà, vous voyez, c'est un objectif qui est capable de sortir de très belles choses malgré tout. Et là, vous voyez, c'est pareil, c'est très défini. Alors que, bon, on est quand même sur le centre, mais on n'est pas au centre-centre. On est un petit peu excentré. Et c'est plutôt pas mal. Voilà, ça, on l'a déjà vu. Vous voyez, là aussi, c'est pareil. Bah, sur le poteau, ça, c'est à F2. Bah, vous voyez que j'ai quand même, ici, sur le je défends, on a une très belle définition sur l'écriture. Au-dessus, c'est un peu moins satisfaisant. Mais vous voyez, sur ce type de photo, bon, je n'irai pas l'imprimer en 4x3, mais ça passe largement. Là, vous voyez, c'est pareil, c'est juste la boîte que je vous ai montré tout à l'heure. Mais bah, quand vous faites le cocktail, et pour moi, cette photo-là, elle résume bien le truc. Quand vous faites le cocktail rendu un peu argentique, décontrasté, flair, etc., vous mettez, ça c'est un JPEG, hein, c'est un JPEG Fujifilm. Classique Neg, quand je mets tout ça, je me dis, mais ouais, j'aime bien le rendu, quoi. J'aime vraiment bien. Et si je monte cette photo, je me dis pas, tiens, elle a été faite avec un objectif à 75 balles. Et c'est ça que je trouve vraiment pas mal. Et le piqué, il défend correctement, quoi. Et là, c'est pareil, vous voyez. Franchement, c'est très correct. Voilà. Donc voilà. Ici, c'est pareil, toujours. Vous voyez, là, bah, j'ai quand même énormément de détails, quoi. J'ai vraiment énormément de détails. Vous avez vu sur les poils, etc. C'est assez fou. Et j'ai un joli bokeh. J'ai un joli bokeh que je trouve plutôt doux. Voilà, ici, c'est pareil. Vous voyez. Hop, pourtant, on est quand même là. On n'est pas au centre-centre. Hein. Mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de détails. Il faut vraiment zoomer très fort pour voir quelque chose. Enfin bref, voilà. Je vous ai montré un petit peu le... Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Pour conclure, parce qu'on arrive à la conclusion de cette vidéo, que retenir de ce Tétartisan 25 mm f2 ? C'est un objectif qui, pour moi, est très surprenant compte tenu de son prix. Forcément, il y a énormément de choses qui ne vont pas. C'est un objectif dont le piqué au centre est correct, enfin honnêtement il tient la route, voire même il s'en sort très bien, vous l'avez vu hein, là-dessus, non, je vais plutôt dire même il s'en sort très bien. En fermant c'est plutôt très satisfaisant, par contre il manque d'une homogénéité totale et les bords
peuvent être, par exemple, la f2 catastrophique, donc on n'utilise pas les bords pour faire vraiment de la zone nette, on utilise les bords pour flouter, et dans ce cas-là, si c'est flou, le flou sera noyé dans le flou, donc on s'en fiche. C'est un objectif qui supporte très mal les flares, et il n'y a pas de pare-soleil, donc là, pour moi, là-dessus, ça c'est un vrai problème, et il faut être très très vigilant à ça. Pas d'aberration chromatique particulière, et également, c'est un objectif qui vignette énormément entre f2 et f5.6, donc là, il faut être très très vigilant. Cependant, quand on tient compte du prix et qu'on se dit c'est un objectif à 75 balles, on a avec un rendu que je trouve quand même hyper sympathique. C'est-à-dire que moi j'aime beaucoup ce rendu, faut apprendre à le dompter, et des fois il y a des ratés, mais j'aime beaucoup ce rendu un petit peu décontrasté, argentique, etc. Et surtout je peux avoir des clichés qui sont vraiment réussis avec. Et si je devais résumer le tout, je dirais que c'est un objectif qui n'est pas fait pour tout le monde. C'est un objectif 100% manuel qui demande de faire de la photographie autrement. Et moi, ça me va très très bien parce que je suis pas sur mes objectifs Sony GM où j'ai une mise au point de feu, ou pour le boulot, quand je fais des prestations, j'ai besoin d'aller très très vite et j'ai pas le droit à l'erreur. Non, on va pas utiliser cet objectif pour ça, bien évidemment. Par contre, c'est un objectif qui est très intéressant pour vraiment un usage passion. Et moi, très sincèrement, c'est un objectif que je vais continuer d'utiliser parce que pour mon quotidien, ça me va. Je suis pas pressé, donc je prends le temps, je fais des photos. J'ai des ratés, bien évidemment, parce que la mise au point n'est pas parfaitement réalisée, etc. Mais ça me permet de faire de la photo loisir, de davantage me poser, de réfléchir à mes compositions, de réfléchir à ma mise au point et de faire de la photographie autrement et d'être moins dans la quantité et plus sur la qualité. Voilà, c'est ça qui est cool. Et ce que j'aime particulièrement sur cet objectif, c'est son rapport taille-poids-encombrement, ce qui en fait un objectif du quotidien. Voilà. Et donc, pour faire des JPEG Fuji, ça convient très, mais alors très très bien. Bref, si jamais ça vous intéresse, je vous mets les liens en description si jamais vous voulez le commander. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me les poser. Je pense que je ferai très bientôt une autre vidéo sur Tétartisan. Pourquoi? Parce que je l'ai évoqué tout à l'heure. Ce cher Pierre Boisseau, et je le remercie vivement, m'a prêté 3 objectifs Tétartisan, f1.4 et f1.2, et donc des objectifs qui sont très très intéressants, donc j'en reparlerai. Je continue de les tester aussi et ça confirme un petit peu ce que je sais. Alors ils sont meilleurs par rapport à ce 25 d'un point de vue piqué, etc. Et ce sont des objectifs qui sont très intéressants. Voilà. Donc je pense que j'y reviendrai assez rapidement autour. Bref, si vous avez des questions, vous mettez dans les commentaires. Comme d'habitude, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.